Loi 13. Miser sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Principe. Si vous avez besoin d'un allié, ne lui rappelez pas l'aide que vous lui avez apportée ni les services que vous lui avez rendus. Vous le feriez fuir. Mieux vaut faire valoir dans votre demande d'alliance un élément qui lui sera profitable. Insistez sur ce point. Plus il aura à y gagner, plus il fera preuve d'empressement. Violation de la loi. Au début du XIVe siècle, un simple soldat nommé Castruccio Castracani s'éleva jusqu'à la position de seigneur de la grande ville italienne de Lucques. Les Poggio, une des plus puissantes familles de la cité, l'avaient aidé dans son ascension, jalonnée de traîtrises et de meurtres. Une fois au pouvoir, il les oublia. Son ambition l'emportait sur tout sentiment de gratitude. En 1325, tandis que Castruccio guerroyait contre Florence, principale rivale de Lucques, les Poggio conspirèrent avec d'autres familles de la noblesse pour en finir avec cet homme ambitieux et ingrat. Les conjurés assassinèrent le gouverneur que Castruccio avait nommé. Des émeutes éclatèrent. Les partisans de Castruccio et ceux des Poggio étaient prêts à en découdre. Mais alors que la tension était à son comble, Stefano di Poggio, le plus âgé de sa famille, intervint et apaisa les deux camps. C'était un homme pacifique qui n'avait pas pris part à la conspiration. Il déclara aux siens que l'on allait à un bain de sang inutile. Il insista pour intercéder en leur nom et persuader Castruccio d'écouter leurs doléances et de satisfaire à ce qu'ils demandaient. Stefano étant le plus âgé et le plus sage du clan, sa famille accepta de recourir à la diplomatie plutôt qu'à l'usage des armes. Quand la nouvelle de la rébellion parvint à Castruccio, il revint en hâte à Lucques. À son arrivée, les combats avaient cessé grâce à l'intervention de Stefano et un calme surprenant régnait dans la ville. Stefano di Poggio avait imaginé que Castruccio lui serait reconnaissant d'avoir calmé la rébellion, aussi rend-il visite au prince. Il lui expliqua comment il avait ramené la paix et implora son pardon. Les rebelles de sa famille, plaida-t-il, n'étaient que des jeunes gens impétueux, des têtes brûlées et avides de pouvoir. Cependant, Castruccio ne se rappelait-il pas la générosité dont les Poggio avaient jadis fait preuve envers lui ? Pour toutes ces raisons, dit-il, le grand prince devait leur pardonner et accéder à leurs requêtes. C'était la seule conduite à tenir envers eux, qui avaient à présent déposé les armes et l'avaient d'ailleurs toujours soutenu par le passé. Castruccio écouta patiemment. Il ne fit paraître nulle colère, nul ressentiment. Il assura à Stefano que la justice prévaudrait et lui demanda d'amener les siens au palais présenter leurs doléances afin qu'ils puissent tous parvenir à un accord. Tandis que Stefano prenait congé, Castruccio ajouta qu'il remerciait Dieu de l'occasion qu'il lui donnait là de faire preuve de clémence et de bonté. Ce soir-là, lorsque les Poggio arrivèrent au grand complet à son palais, Castruccio les fit jeter en prison. Quelques jours plus tard, ils furent tous exécutés. Stefano comprit. Interprétation. Stefano di Poggio est l'archétype de ceux qui croient que la justice et la noblesse de leur cause auront force de loi. Certes, les appels à la justice et à la reconnaissance sont parfois entendus, mais le plus souvent, ils ont des conséquences désastreuses, surtout face à des Castruccio. Stefano savait que le prince s'était élevé au sommet du pouvoir par la traîtrise et la violence. Celui-ci avait notamment envoyé à la mort un ami proche et dévoué. Quand on le lui avait reproché, Castruccio avait rétorqué qu'il s'agissait non d'un vieil ami, mais d'un récent ennemi. Un homme comme Castruccio ne connaît que son propre intérêt et la force. Quand la rébellion commença, la dernière chose à faire était de la calmer et de se mettre à sa merci. Même cette erreur fatale, une fois commise, il restait à Stefano di Poggio plusieurs options. Il aurait pu offrir de l'argent à Castruccio, lui faire des promesses, souligner que les Poggio pouvaient encore renforcer son pouvoir,
par exemple grâce à leur influence sur les plus grandes familles de Rome avec lesquelles un grand mariage aurait pu s'arranger. Au lieu de quoi, Stefano évoqua le passé et de prétendues dettes de reconnaissance. Non seulement un homme n'est pas obligé d'être reconnaissant, mais la gratitude est souvent un fardeau terrible dont il se débarrasse sans scrupule. Une fois les Poggio morts, Castruccio ne leur devait plus rien. Respect de la loi. En 433 avant Jésus-Christ, juste avant la guerre du Péloponnèse, l'île de Corcyre, aujourd'hui Corfou, et la cité-État de Corinthe étaient au bord du conflit. Les deux parties envoyèrent des ambassadeurs à Athènes pour tenter de gagner les Athéniens à leur cause. Les enjeux étaient importants. Celui qui aurait Athènes de son côté était sûr de gagner. Quant au vaincu, le vainqueur serait certainement impitoyable à son égard. Les Corcyréens parlèrent les premiers. Leur ambassadeur commença par admettre que l'île n'avait jamais aidé Athènes, et qu'elle s'était même alliée à ses ennemis. Il n'y avait aucun lien d'amitié ni de reconnaissance entre Corcyre et Athènes. Oui, reconnut l'ambassadeur, il venait à Athènes en tremblant d'inquiétude pour la sécurité de Corcyre. La seule chose qu'il pouvait offrir était une alliance mutuellement avantageuse. Corcyre avait une formidable marine, à laquelle seuls les Athéniens pouvaient se mesurer. Une alliance entre les deux États créerait une force capable d'intimider Sparte, grande rivale d'Athènes. C'était malheureusement tout ce que Corcyre avait à offrir. Le représentant de Corinthe prit la parole à son tour et fit un exposé brillant et passionné, très différent du discours sec et terne du Corcyréen. Corinthe, rappela-t-il, avait beaucoup fait pour Athènes par le passé. Que penseraient les autres alliés d'Athènes si la cité renversait ses alliances au détriment d'un ami de toujours? Peut-être ces alliés dénonceraient-ils leurs accords avec Athènes s'ils voyaient que la loyauté n'était pas reconnue. Il invoqua la loi hellénique et la nécessité de récompenser Corinthe pour ses bienfaits. Pour finir, il dressa la liste complète des innombrables services que Corinthe avait rendus à Athènes et souligna l'importance de témoigner de la gratitude à ses amis. Après son discours, les Athéniens débattirent en assemblée et votèrent. Au second tour, ils décidèrent à une écrasante majorité de s'allier avec Corcyre et de laisser choir Corinthe. Interprétation. L'histoire se souvient de la noblesse d'Athènes, pourtant les Athéniens étaient les grands réalistes de la Grèce classique. Pour eux, toute la rhétorique, tous les appels émouvants du monde ne valaient pas un bon argument concret, particulièrement lorsque celui-ci ajoutait à leur pouvoir. L'ambassadeur de Corinthe n'avait pas compris que ces références à la générosité passée de son pays envers Athènes ne feraient qu'irriter les Athéniens, leur suggérant un sentiment de culpabilité et les mettant en position d'obligés. Peu leur importait la vieille amitié, les faveurs passées. Ils savaient bien que, même si leurs autres alliés voyaient comme de l'ingratitude l'abandon de Corinthe, ceux-ci ne rompraient probablement pas pour autant avec Athènes, le pouvoir suprême en Grèce. Athènes gouvernait par la force et soumettait sans hésiter tout allié rebelle. Quand il faut choisir entre le passé et l'avenir, une personne pragmatique opte toujours pour l'avenir et oublie le passé. Les Corcyréens l'avaient compris. Il faut parler à de tels interlocuteurs leur propre langage. En fait, la plupart des gens sont pragmatiques. Rares sont ceux qui agissent contre leur propre intérêt. Nous ne sommes pas les premiers non plus à nous être comportés de la sorte. Il est courant que de tout temps le plus faible se trouve sous la domination du plus fort. Cette situation, nous en sommes dignes, et vous l'avez reconnu vous-même. Jusqu'au moment où, par égard pour vos intérêts, vous vous êtes mis à vous parer de ces principes de justice. Pourtant, nul ne les met en avant et il n'y voit un empêchement d'augmenter sa puissance par la force quand l'occasion s'en présente. Discours du représentant d'Athènes à Sparte. Thucydide. Vers 465-395 avant Jésus-Christ. La guerre du Péloponnèse. Traduit par Jean Voilquin.
Les clés du pouvoir. Dans la quête du pouvoir, on ne cesse de demander l'aide de plus puissants que soi. C'est là tout un art, car il faut comprendre la personne avec laquelle on traite et ne pas confondre les besoins de l'autre avec les siens. On échoue souvent parce qu'on est obnubilé par ses propres contraintes et nécessités. On part de l'hypothèse que ceux à qui l'on fait appel sont désintéressés, touchés par les soucis de leurs solliciteurs pour qui ils ressentiraient de la sympathie. Or, c'est rarement le cas. Parfois, on se réfère à des valeurs plus générales, une grande cause, de grands sentiments comme l'amour, la gratitude. On invoque des principes éternels alors que les réalités simples de la vie quotidienne seraient plus convaincantes. On ne comprend pas que même les plus hauts personnages n'écoutent que leurs propres besoins et que, si l'on ne met pas en jeu leur intérêt personnel, ils ne se soucieront guère des petits ennuis des faibles, qui sont à leurs yeux sans remède et leur font perdre leur temps. Les missionnaires portugais du XVIe siècle essayèrent pendant des années de convertir les Japonais au catholicisme. Le Portugal avait à l'époque le monopole du commerce entre le Japon et l'Europe. Les missionnaires remportèrent quelques succès, mais n'atteignirent jamais la classe dirigeante. Au début du XVIIe siècle, leur prosélytisme en était même venu à exaspérer l'empereur du Japon, Ieyasu. Quand les Hollandais arrivèrent en nombre au Japon, Ieyasu fut soulagé. Il avait besoin des Européens pour leur connaissance de la navigation et des armes, et il découvrait enfin des Européens dont le but n'était pas l'évangélisation, mais seulement le commerce. Ieyasu décida d'évincer les Portugais. Dès lors, il ne traita plus qu'avec les pragmatiques hollandais. Les Japonais et les Hollandais appartiennent à des cultures extrêmement différentes, mais ils ont en commun une préoccupation universelle et intemporelle, leur intérêt personnel. De même, chaque interlocuteur avec lequel on traite est comme une autre civilisation, une terre étrangère dotée d'un passé bien à elle, mais, par-delà les différences, son intérêt personnel répondra toujours aux sollicitations. Ne soyons pas subtils. Proposons un précieux savoir-faire qui remplira d'or ses coffres, qui le fera vivre longtemps et heureux. C'est un langage que tout le monde comprend. Une étape clé du processus consiste à bien cerner la psychologie de l'autre. Est-il vaniteux? Est-il préoccupé par sa réputation, son rang social? A-t-il des ennemis qu'il peut vaincre grâce à un accord? Est-il simplement motivé par l'argent et le pouvoir? Quand les Mongols envahirent la Chine au XIIe siècle, ils faillirent anéantir cette civilisation qui prospérait depuis plus de 2 millénaires. Leur chef, Gengis Khan, n'y voyait qu'un territoire sans pâturage pour ses chevaux. Il décida de ravager le pays et de raser toutes les villes, sous prétexte qu'il valait mieux exterminer les Chinois pour laisser pousser l'herbe. Ce ne fut ni un soldat, ni un général, ni un roi qui sauva la Chine de la dévastation, mais un certain Yelu Chukai, lui-même un étranger, admirateur de la culture chinoise. Il avait gagné la confiance de Gengis Khan et il le persuada qu'il valait mieux taxer les richesses de la région au lieu de tout détruire. Il suffisait de lever des impôts sur chaque habitant du pays. Gengis Khan vit la sagesse de ses propos et suivit ses conseils. Quand Gengis Khan prit la ville de Kaifeng après un long siège, il décida de massacrer tous ses habitants, comme il l'avait fait des autres villes qui lui avaient résisté. Yelu Chukai lui suggéra alors que les meilleurs artisans et ingénieurs de Chine s'étaient réfugiés à Kaifeng, et qu'il était plus avisé de les utiliser. Kaifeng fut ainsi épargné. Jamais Gengis Khan n'avait témoigné une telle mansuétude, mais ce ne fut pas la pitié qui sauva Kaifeng. Yelu Chukai connaissait bien Gengis Khan. C'était un barbare pour qui ni la culture ni le reste ne comptaient pour rien. Seul l'intéressait la guerre et ses résultats concrets. Yelu Chukai avait choisi de manier le seul levier capable de mouvoir un tel homme, l'intérêt. À peine avez-vous fait miroiter aux gens la satisfaction de leurs besoins ou le succès de leur cause, que leur résistance à vos requêtes s'évanouit comme par enchantement. À chaque étape sur le chemin du pouvoir, il faut s'entraîner à se mettre à la place de l'autre, à déchiffrer ses besoins et ses intérêts,
à repousser l'écran de ses propres sentiments qui masquent la vérité. Maîtrisez cet art et il n'y aura plus de limite à ce que vous pourrez accomplir. Image, une corde pour lier. Les liens de la bonté et de la gratitude sont des fils fragiles qui cassent à la moindre tension. Ne vous y fiez pas. L'intérêt mutuel, lui, est un cordage robuste, dont les nombreux taurons ne se laissent pas facilement défaire. Il tiendra bon des années. Autorité. De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le meilleur est de mettre les gens à voir clairement leurs intérêts à vous faire du bien. Jean de la Bruyère, 1645-1696, les caractères. A contrario. Certains trouvent laid et ignoble de donner la priorité à leur intérêt personnel. En fait, ceux-là convoitent les occasions d'exercer leur charité, leur compassion et leur justice, qui sont pour eux un moyen de se sentir supérieurs à vous. Quand vous quémandez leur aide, mettez l'accent sur leur pouvoir et leur rang. Ils sont assez forts pour se passer de vous, mais accueilleront l'aubaine de vous regarder avec condescendance. C'est là le vin qui les enivre. Ils se mettront en quatre pour financer votre projet, vous présenter à des gens influents. À condition, bien sûr, que tout cela soit fait le plus ostensiblement possible et pour une louable cause. Plus cela se saura, plus ils seront ravis. On le voit, l'approche égoïste ne marche pas avec tout le monde. Certains font les dégoûter parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air vénaux. Ce sont les mêmes qui profitent de la moindre occasion pour jouer les grands seigneurs. Ne soyez pas timide. Allez-y, donnez-leur cette chance. Ce n'est pas comme si vous les dupiez en demandant de l'aide. C'est un réel bonheur pour eux que de vous faire du bien au vu et au su de tout le monde. Il y a deux catégories de puissants. Apprenez à ne pas les confondre. Les uns sont avides et sans vergogne, ne faites pas appel à leur charité. Les autres veulent paraître nobles et généreux, ne faites pas appel à leur rapacité.